21h et quelques poussières de secondes, mesdames, messieurs, bienvenue sur Ouru Africa, votre tribune panafricaine chaque lundi lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun. Un bonsoir spécial à toute la communauté musulmane en fait aujourd'hui. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre du côté de Garoua, du côté du Sénégal, du côté de Maroua, deux villes camerounaises, du côté de Brazzaville. Tiens, Brazzaville sera évoqué. Ce soir, on va parler de cette affaire qui semble mettre dans le courroux le président Denis Sassou Nguesso, qui justement prend la parole et fait une sortie assez musclée où il rappelle un certain nombre de vérités. Les vérités de Brazzaville, c'est comme ça que nous avons appelé cette introduction de Ouru Africa concernant spécifiquement cette question problématique aujourd'hui que certains voudraient internationale lorsque l'on parle des biens mal acquis. Lorsqu'on aura évoqué évidemment cette sortie et ces vérités venues de Brazzaville, on va prendre le pouls des présidentielles en Afrique, mais avec un aspect important qui interpelle justement ce moment de la vie politique sur le continent. On va évoquer les libertés. Les libertés, qu'elles soient associatives ou alors individuelles, sont-elles en danger lorsque l'on entre en période de campagne? On a vu quelques scènes, quelques sorties malheureuses sur certains espaces, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, que ce soit un tout petit peu en RCA. On a l'impression qu'il y a une poussée d'adrénaline et une montée de température lorsque les présidentielles sont évoquées. Faut-il mettre en interrogation ou alors mettre de gros points d'interrogation lorsqu'on évoque les libertés associatives ou individuelles sur le continent, lorsqu'on arrive à une période présidentielle? C'est la grosse interrogation de Ouru Africa ce soir. Mesdames, Messieurs, le menu vous est présenté. Permettez-moi de prendre une brève respiration et je vous reviens tout de suite après pour la présentation des titulaires déjà en studio avec nous. Retour sur le plateau de Ouru Africa, justement pour épiloguer sur les problématiques africaines et même panafricaines. Ce soir, je l'ai annoncé, c'est quasiment le 4 majeur ou alors le 5 majeur moins 1 qui est sur l'estrade. Je commence rapidement par ma gauche avec celui qui, de façon particulière, marque la fête de nos frères musulmans sur le continent, le docteur Jean-Moïse Mbok. Vous faites honneur ce soir. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir particulier à la communauté musulmane dans le monde entier qui fête aujourd'hui un jour spécial. Oui. Je n'ai pas mangé le mouton, mais je continue de croire que minuit n'est pas encore arrivé. Tout à fait. Juste pour chahuter ceux-là que je connais, permettez-moi de saluer le monde, Donald Trump qui est fâché, Vladimir Poutine qui vous montre qu'il n'est pas un faire-valoir dans la danse, Marine Le Pen qui nous rappelle que certains hommes politiques de l'Occident n'ont aucune leçon à donner aux hommes politiques en Afrique. Et naturellement, je terminerai par le Cameroun. Enfin, ça bouge au niveau des ordures ménagères. Vivement que les communes de Yaoundé 6 et 3 puissent voir leur zone dégagée de ces immondices qui commençaient à rappeler une certaine époque très très dangereuse.
Merci, Dr Jean-Moïse Mbok, pour la présence, une fois de plus, sur ce plateau de Ouro Africa. Je l'ai dit, les questions panafricaines et africaines sont véritablement représentées ou alors abordées en long et à large sur ce plateau, chaque lundi, bien évidemment, lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun. Ça, c'est pour ceux qui nous regardent de Brazzaville, du côté de Brazzaville, du côté d'Abidjan, du côté de Bruxelles. Vous êtes nombreux. Merci encore pour la confiance. Je m'en vais vers ma droite proche avec un autre titulaire de Ouro Africa, journaliste d'épée, comme beaucoup l'appellent avec affection, Timothée Somba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à toute la communauté musulmane à qui je dis Aïd Moubarak, tout en relevant cette préoccupation qui a été rapidement, heureusement, élaguée par le ministre de l'administration territoriale. Le seul interlocuteur valable de la communauté musulmane au Cameroun, c'est la Commission nationale du croissant lunaire. Oui. La liberté d'association, la liberté religieuse fait que d'autres institutions peuvent être constituées, mais non pas qualité à parler des questions de religion sur le plan national. Parce que le gouvernement de la République du Cameroun n'a choisi pour l'instant que la Commission nationale du croissant lunaire. Je me rappelle de cette une du journal Mutation. Vous avez rappelé les faits. On ne va pas en faire un débat sur le plateau. Non, ce n'est pas un débat. Oui, juste pour dire que le fait que certains, sans qualité ni titre, donnent des dates qui ne correspondent pas à la date officielle, pose problème. On avait déjà eu ce problème au niveau d'une session d'examen où des Camerounais ne sont pas allés composer parce qu'une certaine organisation avait donné une date que le gouvernement ne reconnaissait pas. Il faut donc que les populations fassent attention parce que toujours refuser de s'abreuver à la bonne source pour nous créer des problèmes et à la fin, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Merci Timothée Somba pour ce rappel. Il faut s'abreuver à la bonne source. Et une autre source importante sur ce plateau, l'expert en sciences sociales, Jean de Dieu Vouna, une fois de plus est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Mbarga. Bonsoir à tous aux millions de téléspectateurs à travers le monde. Bonsoir à la communauté musulmane. Bonsoir, un bonsoir particulier aux délégués du gouvernement qui pour il y en a encore. Le maire de la ville. Le maire de la ville, c'est quelque chose de ce genre, qui pour faire son travail a bien voulu nous faire une pub, c'est-à-dire inviter les médias pour descendre sur le terrain. On n'a pas envie de le voir. Je voudrais lui dire que nous n'avons pas besoin de le voir. Si ce n'est, nous avons besoin de voir notre capitale propre. On n'a pas besoin de le voir avec des... faire des gestes. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est important... Mais vous reconnaissez quand même que ça bouge un peu déjà. Rien ne bouge. Rien ne bouge? Rien ne bouge. Rien ne bouge, pourquoi? Parce que tant qu'il y a des immondices... Rien ne bouge dans certaines communes. Le problème, qu'est-ce que les communes ont alors qu'il y a un ministère, ils sont là? Est-ce qu'il y a vraiment l'argent au niveau des communes? Nous ne voulons pas le voir. Nous voulons voir nos rues propres. Merci. Merci. C'est ça qu'il est question. On ne peut pas le voir. Merci, on vous a compris. Voilà. On vous a compris. Monsieur le super-maire est à l'œuvre. On le voit. Vous ne voulez pas le voir, mais les populations semblent aimer avoir sa présence. Si, lorsqu'il arrive, les ordures peuvent disparaître, c'est tant mieux pour la cité capitale. Simon Messengué, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, c'est un réel plaisir pour moi d'être des nôtres ce soir. Moi je voulais juste dire que je ne suis pas... On a vu un peu mon œil comme ça. Oui. C'est l'incivisme avec les mototaximènes. Bon, je crois que plus de peur que de mal, mais ce n'est pas le régime. Comme la plupart des temps, lorsque quelqu'un est froissé, il trouve une pirouette pour dire que non, le régime veut sa mort, ainsi de suite. Non, ce n'est pas le régime, c'est juste... C'est absurde, puisque vous semblez faire l'apologie du régime. Non, je fais l'apologie de la République. Et je ne pense pas que
En fait, c'est aussi de bonne guerre. Certaines personnes veulent être, comment dire, se surévaluer, se surestimer. Et donc, vous disent que même s'il a des problèmes de terrain, il a des problèmes de je ne sais pas très bien quoi, il va vous dire que non, c'est le régime qui envoie sa mort, donc, à sa vie. Donc, voilà. Moi, je suis fier d'être là aujourd'hui. Fier d'être là et une fois de plus dire Bakadassa aux musulmans, à nos frères musulmans. J'ai été invité par une de mes collègues. Bon, évidemment, je sais qu'on va gérer ça demain, ça continue demain. Merci Simon Messengue pour votre présence une fois de plus ce soir. Une fois que je l'ai dit, nous entrons tout de suite dans le vif de nos échanges de ce soir. Nous allons du côté de Brazzaville, avec justement ce qui est qualifié d'affaire de bien mal acquis, avec cet autre rebondissement. Dr Jean-Moïse Mbok, nous avons le président Sassou qui prend la parole de façon officielle et rappelle un certain fait de choses, un certain nombre de faits relatifs à la convocation par la justice française de Madame Antoinette Sassou Nguesso. Le président Sassou donc prend la parole et met sur la place publique les vérités, comme nous l'avons dit, les vérités de Brazzaville. Écoutez, il faut saluer un plateau comme Oro Africa, oui, qui est une tribune africaine et très avant-gardiste, parce qu'il se souvient qu'on a traité cette question déjà ici, et on a rappelé... Avant beaucoup d'autres. Avant beaucoup d'autres, effectivement, on est avant-gardiste, il faut s'en féliciter. Moi, je vais simplement dire ici, on l'a dit, on va le redire aujourd'hui, la souveraineté, à un moment donné, des États n'est pas discutable. Le respect des autres est une condition des relations internationales. Il est donc hors de question que les gens se lèvent, fabriquent un procès au mépris des juridictions nationales, au mépris des relations internationales et décident de vouloir chosifier, je ne sais pas quel est le terme qu'il faut utiliser, chosifier toute une institution comme la présidence de la République en convoquant la première dame. Vous savez très bien le volet symbolique qu'elle représente pour nous les Africains. Ce n'est pas que la femme de chef de l'État, c'est la maman de la nation et elle incarne tout ce que ça porte comme affection, comme amour, comme attention. Il est donc hors de question que le chef de l'État, Sassou Nguesso, se taise. Ça aurait été un autre président de la République, on lui aurait conseillé de faire la même chose. Sa sortie est salutaire parce que nous avons parlé ici, je me souviens qu'au lendemain, quelques-uns disaient mais pourquoi vous parlez des choses de l'autre pays? C'est pas un autre pays, c'est la CEMAC, c'est toujours l'Afrique. Ça aurait été le Sénégal qu'on aurait fait la même chose, ça aurait été l'Afrique du Sud et ainsi de suite. Aujourd'hui, le président dit stop, arrêtez, parce que ce genre d'escalade, si vous ne les arrêtez pas, elles vont naturellement comme un cancer se métastaser et vous allez entendre que demain on a pris la nièce d'eux, on a pris la cousine et ainsi de suite. Le chef de l'État fait une sortie et il est ferme dans sa sortie. Touche pas à mon épouse. Touche pas à mon épouse, selon la communication du président Sassou Nguesso. Mais on a entre les lignes, lu abondamment cette communication. Le chef de l'État français interpelle la justice, le chef de l'État congolais interpelle la justice française avec des thèmes, une façon de s'adresser à elle. Et en disant ceci, il rappelle que la justice française, dans cette affaire, une affaire dite de bien mal acquis, lorsqu'elle interpelle Madame Antoinette Sassou Nguesso, la justice française s'autorise à juger un chef d'État étranger en exercice au mépris de son immunité. Peu importe à cet égard, ce jugement, pour être implicite, ne soit formellement prononcé. Alors, Timothée Somba, là on est dans des méandres juridiques qui peuvent interpeller la souveraineté des deux États, mais le président Sassou estime qu'il y a eu atteinte à son immunité en tant que chef d'État en exercice lorsqu'on interpelle Madame Antoinette Sassou Nguesso. J'ai deux regrets dans cette communication du président Sassou Nguesso. Le premier est qu'il s'adresse à quelqu'un qui n'est pas son homologue. Il décide de s'adresser au vice-président du tribunal judiciaire de Paris, M. Serge Tounet, sur qui il n'exerce et ne peut exercer aucune autorité. Deuxièmement, il convoque ou alors invoque l'immunité qui ne s'applique qu'à la justice congolaise.
son immunité ne traverse pas les frontières. On peut s'arrêter à ce niveau-là. Donc on pourrait arrêter le président Sassou Nguesso en Suisse, en France, sans que son immunité ne le protège. Lorsqu'on a allé arrêter Laurent Gbagbo, c'était dans un palais. Il n'a pas été protégé par... C'était le même contexte. Il y avait contestation d'une élection présidentielle, il y avait... Sassou Nguesso ne souffre d'aucune contestation. Je plante justement les décors. Allez-y, Timothée. Lorsqu'on a arrêté Laurent Gbagbo, on n'a pas tenu compte de son immunité. Il demeurait quand même président en exercice, bien que l'élection eût été contestée. Lorsqu'on a arrêté Kadhafi, il était président en exercice de la Libye, chef de l'État. Il n'y a pas eu d'immunité. Donc, l'immunité ne traverse pas les frontières, pour commencer. Et il faut que l'on se dise une vérité dans la réelle politique. Le droit n'est que l'expression des rapports de force. Sassou Nguesso peut par exemple avoir l'immunité au Congo-Kinshasa voisin, au Cameroun voisin, en RCA voisine, mais il n'aura pas cette immunité aux États-Unis. Mais après, c'est les accords internationaux, alors essayez de nous expliquer. Ça veut dire que Sassou Nguesso peut être arrêté comme n'importe qui à Washington, à Paris. Qu'est-ce que Donald Trump est en train de faire aux officiels africains? Vous dites officiel, mais on parle d'un président, d'un chef d'État en fonction. Lorsqu'un officiel sort de son pays et se retrouve ailleurs, il devient le représentant de sa nation. Donc, il ne faut pas que les Africains continuent de se leurrer par ce que l'on peut qualifier de droit mou. Le droit international est un droit mou qui ne prend vie que parce que celui qui l'excipe est fort. Un faible ne peut pas jouir du droit international. Alors là, le président Sassou s'adresse à la justice française. Il n'a pas qualité de s'adresser à la justice française. Il sait à qui il doit s'adresser. À qui devrait-il s'adresser? À son homologue français qui, en France, comme en Afrique, comme au Congo, comme au Cameroun, reste le garant de l'indépendance de la justice. Justement, qui va arrêter la justice indépendante de ce côté? Et a autorité sur le judiciaire. Parce que tout chef d'État dans le monde a autorité sur le pouvoir judiciaire. Comment fait-il pour s'adresser à un procureur en convoquant des arguments politiques, des questions de souveraineté? La justice ne connaît pas les questions de souveraineté. La justice connaît les éléments de preuve, les prétentions, les faits et autres. Si vous voulez parler politique, adressez-vous à l'autorité politique. Et moi, je voudrais justement que l'on reste sur le politique. Oui. Est-ce que le chef d'État français trouve moral, trouve sain au moment où le sentiment anti-français est en pleine recrudescence en Afrique, que des poursuites soient engagées de façon aussi banale? Pourquoi je dis banale? Je me réfère à la lettre du président Sassou Nguesso, qui estime que c'est juste une présomption de détournement, soit orchestrée par lui, soit facilitée par lui, qui autorise la justice française à ouvrir une enquête sur son épouse. Ce n'est pas normal. Donc, la justice française veut nous dire que parce qu'on est l'épouse de M. Sassou Nguesso, on n'a pas droit au bien. Que parce qu'on est le fils de M. Sassou Nguesso, on n'a pas droit au bien. Alors que tout le monde sait que les épouses de chefs d'État, les enfants de chefs d'État, pour certains, mènent des activités connues de tout le monde. Et des activités qui sont susceptibles de générer des fonds. Donc, si vous décidez sur la simple base d'une présomption d'ouvrir un examen, d'humilier une première dame, je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais d'accord que ce chef d'État s'adresse à un juge sur qui n'a pas autorité. Il doit s'adresser frontalement à Emmanuel Macron et si possible mobiliser des arguments de réciprocité politique. Parce que là, on n'est pas dans le judiciaire, on est dans le politique. Et observez bien, la lettre que Sassou Nguesso adresse à M. Serge Touner date de novembre 2024. Oui. Mais ça veut donc dire que cette lettre n'a pas été prise en compte. Oui. Parce que la justice, elle a été balayée, a suivi d'un revers de la main et la justice a suivi son coup au point où Mme Antoinette Sassou Nguesso a été obligée de, entre guillemets, de fuir la France. Oui, d'interrompre un séjour. D'interrompre un séjour. Il y a problème. Que vaut l'honorabilité, la respectabilité des chefs d'État africains face à cette arrogance exubérante de la métropole? Doit-on continuer en Afrique de tolérer
une telle inconduite, nous on applique le droit international, nous le respectons, mais l'autre partie n'applique pas le droit international. Or, je vais sortir par là, le droit international repose sur la bonne foi, le pacta sunt servanda, qui signifie que parce qu'il n'y a pas de gendarme international, comme en interne où on dit que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse, parce que sur la scène internationale, il n'y a pas de gendarme. On compte sur la bonne foi de toutes les parties pour respecter le droit international. Nous sommes donc là en pleine circonstance de violation de l'élégance et de la courtoisie internationale. Et le Congo, toute l'Afrique centrale ne doivent pas accepter cela. Le Congo et toute l'Afrique centrale ne doivent pas accepter cet affront à la République du Congo-Brazzaville. Jean de Dieu Evuna, alors, des révélations sont faites par le juriste sur ce plateau, sur justement les us, je ne vais pas dire les coutumes, à l'échelon international. On nous apprend, Timothée Somba nous enseigne que le droit international, c'est un peu le droit des forts. Lorsqu'on est fait entre guillemets, comme le Congo-Brazzaville vis-à-vis de la métropole, on peut subir l'affront qui a été destiné à Mme Antoinette Sassou Nguesso sans que cela n'émeuve personne et que, justement, la justice française peut continuer à suivre son cours malgré la protestation émise de façon officielle par le président Denis Sassou Nguesso. Je crois que le président Sassou Nguesso est assez souple. Oui. Si nous voulons vraiment... Il est tempéré. Il est tempéré. Et je crois qu'il est temps de faire valoir non la force donc évoquée, parce que l'Afrique n'est pas faible. Nos États ne sont pas faibles. Il est question aujourd'hui que le président Sassou, si c'était par exemple dans des pays comme l'AES, qu'on renvoie l'ambassadeur. Par exemple. Qu'on le renvoie chez lui, qu'on lui demande d'aller demander à sa justice, et c'est lui qui doit aller questionner sa justice, au nom de quoi ils se permettent d'insulter une nation, d'insulter la souveraineté d'une nation, d'insulter la mère d'une nation, d'insulter un patriarche africain. Il est temps aujourd'hui, sur la simple base des soupçons. Sur la simple base des soupçons. Il est temps aujourd'hui de frapper fort du poing sur la table par des voies diplomatiques. Lorsque l'ambassadeur du Congo, je veux dire de la France, ira à Paris et qu'on va lui rappeler qu'il y a un problème brûlant sur Brigitte Macron actuellement et que nous, ici, nous respectons les institutions et cette première dame, par contre, là-bas, c'est une patate chose. Ils devront réfléchir par deux fois pour maintenant poser des actes ignobles de ce genre. Parce que lorsque tu guettes, comme ça qu'on dit chez nous, le fessier de ton voisin, on regarde aussi le tien. Qu'il regarde la beauté mal acquise ou alors la nature mal acquise dont on parle de madame, la première dame française, qui soit homme ou pas monsieur. Là, attention, s'il vous plaît, on ne relève pas des potins, nous ne relayons rien, mais il y a une enquête d'une journaliste internationale là-dessus et un problème qui... Permettez-nous de... Non, on ne vous permet pas. On ne vous permet pas. Il s'agit d'une première dame. On ne va pas... Il s'agit sur les vérités du président Sassou aussi. Des noms de première dame. Nous faisons pas ce que nous leur reprochons. Nous ne faisons pas. Nous restons... Nous commençons un parallèle. La première dame de France. Justement, un parallèle pour dire que nous leur exigeons le respect. Oui. Nous leur exigeons de respecter nos institutions. Nous leur exigeons de respecter nos États. Nous leur exigeons de respecter nos mamans. Nous leur exigeons de respecter notre culture. Parce que mépriser une dame, c'est eux qui parlent de droit de liberté, qui valorisent les femmes. Mais pourquoi humilier une femme au point qu'elle se retrouve en train de fuir comme un brigand
Ça ne s'excuse pas. Nous demandons au président Sassou de ne pas se limiter à des correspondances adressées à... Il faut qu'il traite le problème sur le plan diplomatique, en demandant, en convoquant l'ambassadeur auprès du ministère des Relations extérieures congolaises et qu'il rentre un peu à Paris réfléchir 2 semaines. Merci Jean de Dieu Evuna. L'affaire semble prendre une tournure diplomatique ou alors une tournure de souveraineté, Simon Messengue. Mais ce qui est clair, c'est que l'attitude de la justice française vis-à-vis de Mme Antoinette Sassou Nguesso manque de courtoisie internationale, comme le disait Timothée Somba. Il s'agit quand même d'une première dame, d'un chef d'État, la femme d'un chef d'État en exercice, et pas n'importe lequel. Il s'agit d'un patriarche en Afrique centrale, le président Denis Sassou Nguesso, dont la femme est comme ça interpellée, convoquée par un juge français. Elle est obligée d'interrompre son séjour, de repartir à Brazzaville. Le président Sassou s'en émeut, mais on a l'impression que malgré ces protestations correctes de Brazzaville, justement, l'affaire suit son cours et on n'a pas suivi le moindre mea culpa du côté français. Mais, écoutez, il faut que l'autorité, la justice française s'actualise. Elle est dépassée, tout au moins, parce qu'elle croit toujours que nous sommes en période coloniale. Non, ce n'est pas cela. L'État du Congo est souverain. Et s'il y a des malversations financières, il me semble que la justice la mieux autorisée est celle du Congo-Brazzaville. Donc, c'est une extrapolation qui, à la limite, doit être risible à la fin. Que la justice française a fort affaire à gérer, à civiliser la nation française, qui est très grande, qui est pratiquement peut-être plus grande que le Congo-Brazzaville. C'est pratiquement plus de 80 millions d'habitants, contrairement à un Congo-Brazzaville qui n'a peut-être que 2 ou 3 millions d'habitants. Non. La justice française a fort affaire. Fort affaire parce qu'il y a des brigands en France. Il y a des brigands en France qui agressent les autorités camerounaises. J'entends par là la BAS, à qui on a même donné quitus de le faire. En validant cette association-là qu'on appelle la BAS, ils sont partout là-bas, ils agressent les artistes, ils ont même violé le système de sécurité du président camerounais. Mais, écoutez, vous savez combien là on a parlé de quoi, de condamnation de 3 mois avec sursis, après avoir mis à sac une ambassade, l'ambassade du Cameroun. Mais ils ont fort à faire. Qu'ils laissent les Africains gérer leurs problèmes. Parce qu'effectivement, on a parlé d'un cas ici. Effectivement, la Côte d'Ivoire avait été agressée. Des miliciens sont arrivés, bombardés un palais présidentiel. Parce que lorsque le Conseil constitutionnel dit que c'est tel qui est président, c'est que c'est acté. Le Conseil constitutionnel ne se dédie pas, on ne va pas ouvrir cette brèche, mais c'est de ça dont il est question. La même chose qui s'est passée en Libye. Aujourd'hui, on a le bassin du lac Tchad qui est avec des miliciens partout. Parce que justement, des gens croient que l'Afrique est leur gagne-pain. Non. Non. Je crois qu'il faut être sérieux. Parce que les Africains sont sérieux. Oui. Il y a des choses qu'on ne dit pas. J'aime beaucoup l'État du Cameroun parce qu'ils ne parlent pas trop, ils agissent. Ils agissent en conséquence. Et vous voyez ça. Et il y a un président qui s'est amusé à être discourtois vis-à-vis du président camerounais en 2021. Oui. Il a été humilié au palais de l'Unité. Ah oui, il est devenu interprète, son interprète. Ah oui, parce qu'à un moment donné, il faut sortir de ces registres-là. Les États se valent aujourd'hui. Parce que c'est la géopolitique. Je prends au cas du Cameroun. C'est l'épicentre du monde entier. Au-delà des protestations du président Sassou, des contestations légitimes d'un État, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait utiliser la voie diplomatique comme le sujet Jean-Dieu Evuna, ou alors exprimer un rapport de force plus violent en convoquant l'ambassadeur par exemple. Je vous assure, le Congo-Brazzaville sait où il faut mettre la main pour faire mal. Ils savent très bien. Cet État sait très bien. Si l'État qui veut continuer à vouloir humilier la première dame de truc, ils savent où ils vont mettre la main.
Nous sommes dans le monde. Le monde, c'est 2024, 2020. Ce n'est plus 1960, où on prenait des mercenaires, on venait. Non, ce n'est plus ça. Le monde est devenu bien plus complexe aujourd'hui. Et donc, ceux qui s'amusent à continuer à croire que nous sommes en 1960, 1980, ceux qui sont en retard. J'ai dit ici, la dernière fois, que la roue de l'histoire est tourne en défaveur de ceux qui étaient les oppresseurs hier. Oui. Donc, il faut, si on veut rester, si on veut garder la main, il faut apprendre à respecter les autres et à respecter la souveraineté de chaque État. Merci. S'il y a des malversations financières, très bien. Demandez à la justice française, à la justice congolaise, avec des preuves à l'appui. Vous pouvez me les publier, que voilà les preuves. Vous faites quoi de ça? Au lieu de penser que, comme on a pris les biens de... Parce qu'à chaque fois, on confisque les biens des hommes d'affaires africains, et on vous parlait de biens mal acquis, ainsi de suite, mais on reste avec ces biens. Où sont les biens de Obiang, du fils d'Obiang? Ces biens-là sont où? Mais quand on a procédé, remettons les biens à ceux qui ont perdu les biens. On ne peut pas venir dire que bon, Metinga a volé la voiture de Mbaga. On récupère la voiture de Mbaga, au lieu de vous donner la voiture, on dit que non, non, ça n'a pas de sens. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Nous ne sommes plus en 1980. Oui. Nous sommes en 2024 où les États, qu'on le veuille ou pas, se valent parce que vous pouvez attaquer un petit alors qu'il a derrière lui une mastodonte. Donc les rapports de force, ce qu'on dit, les rapports de force, parce que chaque État a un groupe d'État. Vous ne connaissez pas les partenaires du Congo-Brazzaville. Donc il faut arrêter ces histoires de rapports de force et montée descendue. Ici, respectons la souveraineté de chaque État. Et on pense que la souveraineté du Congo-Brazzaville est en train d'être violée dans cette histoire. Merci. On va sortir avec un mot ou alors un conseil. Si l'on pouvait conseiller le patriarche Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'on peut lui dire de façon claire et précise, alors que justement l'honneur de la première dame congolaise a été bafoué et que malgré les contestations légitimes, les protestations assumées de l'État du Congo, il n'y a visiblement pas le retour de l'État français sur la question précise des biens mal acquis. Trivialement, on dit au Cameroun que c'est le manioc qui a accepté de se laisser manger cru. Le macabo, vous n'allez jamais essayer ça. Et il faut que le président Sassou décide, comme Simon le disait, de devenir un macabo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis bien d'accord avec Timothée sur le rapport de force, mais il y a une force subtile, extrêmement subtile. Le chef de l'État ne peut pas écrire à une juridiction. Je crois qu'il a mis l'Élysée en copie. Il n'y a pas de réponse et il ne réagit pas. Ça, c'est du mépris. Et quand on vous méprise, vous passez à l'acte. On convoque l'ambassadeur, on bloque les biens des opérateurs économiques français sur notre sol, parce que c'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Le but n'était pas d'arrêter la première dame, le but était de créer une forme d'intimidation et de saisir les biens, comme ils ont fait avec, la Guinée équatoriale. On saisit les biens et puis vous allez entendre qu'ils ont été vendus aux enchères. Donc aujourd'hui, il faudra que le président comprenne très bien qu'ils l'ont fait à un fils. Aujourd'hui, ils sont au niveau du père. Demain, ça va être qui? Donc, s'il continue à laisser cette folie grandir, il expose toute l'Afrique. Il faudra donc que le père, aujourd'hui, toute l'Afrique le regarde, qu'il comprenne bien que cette affaire de bien mal acquis doit s'arrêter. Jean-Maurice, bon, je m'avais me permettre de relayer une contribution qui permettra, c'est que vous donniez une position. Parce qu'on a souvent de nombreux Africains qui semblent s'entremêler les sentiments lorsque l'on évoque cette problématique des biens mal acquis. Je vous donnerai à chacun une minute pour donner votre avis sur justement ce qui est dit par cet Africain-là, qui je suppose nous vient du Congo-Brazzaville. Alors, bonsoir Stéphane, je ne partage pas l'avis des panélistes qui laissent penser qu'en France, l'épouse du président Denis Sassou devrait être exemptée de poursuites judiciaires si sa culpabilité est établie. C'est bien la presse qui informe l'opinion de l'existence des paradis fiscaux, de détournement des deniers publics et de blanchiment d'argent. Pourquoi ne peut-elle pas investir dans son pays pour donner du travail à ses compatriotes? C'est une question qui est posée. Alors, est-ce qu'il y a véritablement un lien entre les investissements faits par Madame la Première Dame et ce dont on l'accuse du côté de la France? Ce dont on accuse l'entourage ou alors le clan du président Sassou Nguesso? Il n'y a aucun lien. Mais il faut dire que dans l'évolution, l'Afrique devra aussi se construire un cadre
intéressant pour pouvoir rester chez elles. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va chercher en Occident? Est-ce que c'est un meilleur cadre de santé? Est-ce que c'est des meilleurs loisirs, ainsi de suite? Qu'on se débrouille à construire cela chez nous. Mais en termes juridictionnels, il y a le principe des compétences et des territoires. Oui. On ne peut pas déplacer un problème de sa juridiction, de son territoire, pour donner compétence à celui qui n'en a pas. Il faut que ces paramètres soient pris en compte. Les biens viennent du Congo, donc c'est le Congo qui est territorialement compétent d'adresser cette question-là. Une fois que la première dame est hors de son pays, elle est protégée par les conventions internationales. Elle a droit à l'immunité. Elle n'a pas assassiné quelqu'un, elle n'a pas tué quelqu'un par accident, elle n'a pas commis un acte délictueux direct. On est encore dans les supputations, mais on ne peut pas se permettre de l'interpeller. Ça, il est hors de question. Et je dis que si rien n'est fait maintenant, oui. ils ont en fait prêché le faux pour essayer de voir si le vrai est faisable. Là, c'est une façon de voir comment les Africains vont réagir. Parce que si on ne fait rien là, prochainement, on ne va pas seulement envoyer, on va pas envoyer une convocation, mais on va aller interpeller tout de suite physiquement une première dame. Et je dis que le président Sassou Nguesso, je sors par là, a l'obligation de réagir, pas seulement pour lui, mais pour toute l'Afrique. Merci. Timothée Somba, alors je prends l'avis sur la préoccupation des téléspectateurs, mais je vous pose la question. Est-ce à dire donc que désormais, toutes les premières dames africaines dont les époux en activité sont plus ou moins soupçonnés d'être actifs dans la fameuse affaire des biens mal acquis sont en insécurité en Occident? Nous avons toujours été en insécurité en Occident. Qui a perpétré l'esclavage en Afrique? Je peux m'arrêter là. Chacun peut répondre. Donc l'Occident ne sera jamais notre ami parce qu'il envie nos richesses, il envie notre sous-sol. Et cette histoire de bien mal acquis a posteriori, ce n'est que de l'esbrouf. Nous sommes en pleine instrumentalisation du droit pour assouvir et servir des intérêts politiques. Oui. Je vais me répéter parce que je l'avais déjà dit sur ce plateau. Très rapidement alors. Comment fait-on pour arriver au bien mal acquis? Pour qu'un contrat soit valide, il faut qu'il respecte l'ordre public et les bonnes mœurs. Si la France poursuit un chef d'État africain ou une première dame pour des biens mal acquis, elle devait d'abord se poursuivre elle-même, d'avoir laissé que des biens soient acquis de mauvaise manière. Parce qu'il existe des mécanismes pour éviter que cela ne survienne. Pourquoi on a laissé que des gens acquièrent des biens pour 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard venir dire que les 10 biens ont été mal acquis? Que faisiez-vous? Pourquoi n'avez-vous pas questionné l'origine des fonds à cette époque dans un pays où l'enrichissement sans cause, l'enrichissement illicite sont pénalement légalisés? Donc nous sommes là en plein esbrouf juridique et il faut que la réponse soit une réponse politique. On n'est pas dans le droit, on est dans la réelle politique. Et le Congo, comme le disait le docteur Mbok, aujourd'hui doit s'ériger en vitrine de l'Afrique. Maintenant, je vais faire un petit glissement en disant, encore que la jeune génération ne le fait pas. Oligui Nguema avait quelques biens à l'étranger, mais au moment de rentrer chez lui, là, il les a tous vendus. Peut-être parce qu'il savait qu'un jour, il serait exposé à ce type. Il faut que les Africains arrêtent d'aller acquérir des biens en Occident. Il faudrait que tout l'entourage des chefs d'État africains qui se lancent dans le monde des affaires fassent l'effort de surfer sur le terrain, sur la vague de la transparence et vivement qu'en Afrique, on active le levier de la déclaration des biens. Parce que lorsqu'on ne sait pas ce que vous avez au moment de votre entrée en fonction, il y aura des soupçons. Est-ce que là, c'est vraiment le problème? C'est un débat qui peut être périphérique, parallèle à ce que on est en train de vivre du côté du Congo-Brazzaville. Il ne faut pas donner l'occasion à l'ennemi de nous fouetter. Il ne faut pas laisser des failles. Les passe-droits, nous sommes en Afrique, nous savons que les membres des familles des chefs d'État bénéficient de certains passe-droits. Comme en France, comme aux États-Unis. C'est sur ces passe-droits que l'Occident surfe pour nous fouetter et nous arracher nos propriétés. Si vous êtes le fils du chef d'État X et que vous vous lancez dans les affaires,
Mais faites l'effort, de dévoiler vos affaires, qu'on sache pourquoi les hommes d'affaires qui ne sont pas membres des familles présidentielles ont des biens traçables, reconnus, et qui ne font pas souvent l'objet de poursuites pour bien mal. Merci Timothée Somba. Simon Messengue, rapidement, avant de conclure avec... Moi, je voudrais dire que la préoccupation du téléspectateur, là, je crois qu'il ne comprend pas très bien un certain nombre de choses. Nous devons commercer avec le monde entier. Qu'est-ce qu'on recherche quand on est basé à l'extérieur? On recherche les devises étrangères. Je prends le cas du Cameroun. On a signé les APE. Ça veut dire que le marché, le grand marché de l'Union européenne est ouvert aux entrepreneurs camerounais. Donc, la femme du président de la République ne peut pas faire des affaires. On parle de quoi? Non, là, ce sont des biens privés, ce ne sont pas des biens commerciaux. Justement, non, ce sont des biens commerciaux. Non. Et ce problème-là se passe même avec les joueurs. Vous avez des joueurs, quand ils sont en activité, ils sont en Occident, ils finissent d'avoir un gros patrimoine et après, on commence à leur coller des procès par-ci, par-là, ils rentrent comme ça. Ça se fait. Et donc, la justice occidentale ne peut pas continuer à brader les biens des Africains comme ça. On ne peut pas continuer cela. Cette histoire de biens mal acquis, c'est justement parce que ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de problème. Mais dès que vous avez déjà assez de biens, vous devenez un puissant homme d'affaires. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on commence à verrouiller cela. Ça veut dire on ne va jamais vous s'accaparer de vos biens dans votre pays. Venez acquérir des biens dans vos pays. Il faut comprendre une chose. Les États-Unis sont puissants parce qu'ils ont des biens, parce que leurs hommes d'affaires ont des biens à l'étranger. Je suis sûr que les Américains, là où nous sommes là, on a des biens américains. Non. Donc ils vendent ici et ils ont des installations ici. Même chose pour la Chine, même chose pour la France, même chose pour les autres pays. Les pays africains ne peuvent pas rester confinés chez eux. Ça, c'est clair et net. Sinon, on ne fait pas du commerce extérieur. Moi, ce que je pense, et qui doit être clair, nous ne demandons aucune justice. Mais Simon, une résidence privée n'est pas un bien commercial. Les résidences à la Côte d'Azur, ce sont des biens privés. Il faut prouver d'abord que Madame Sassou a fait bien. L'affaire Madame Sassou, c'est une résidence privée qui a été offerte par un homme d'affaires. Je voudrais dire ceci. Ça, c'est vous qui le dites? Non, je dis ceci. C'est l'information judiciaire, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que il y a certains palais africains qui appartiennent au privé français? Vous le savez? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de croire que on ne peut pas, si je dois avoir une résidence privée, que c'est mon argent. Pour le problème. La CNPS a un grand patrimoine en France. Mais le patrimoine n'a jamais été. Merci. Les biens de ce sont les biens de jouissance qui posent problème. Et nous savons que nos chefs d'État africains, pour la plupart, sont des jouisseurs en Occident. On a demandé une chose. Écoutons très bien. Nous allons chuter. Nous avons résidence à la Côte d'Azur. Cette justice permet de régler ces problèmes. Si un État veut montrer sa bonne foi, il n'a qu'à passer les dossiers à cette justice-là. Mais dans le public, ça ira mieux. Il n'y a pas de bonne foi. Il n'y a pas de bonne foi. Il a la parole. Les pays africains réagissent. Merci, Simon Messengue. Quelle est l'histoire de Boka? C'est bon. Vous savez, on connaît très bien. Je ne sais pas qu'est-ce que mon cher frère Timothée défend. Nous sommes dans un monde multipolaire aujourd'hui où les investissements se font là où on gagne plus. C'est de ça qu'il est question. Que ce soit des biens jouisseurs, je ne sais pas qu'est-ce que tu entends par biens jouisseurs ou bien biens commerciaux, je ne sais pas. Chacun trouve ses intérêts avec son argent. Vous vous souvenez de Madame Gbagbo? Ça veut dire que même en Afrique, nos épouses ne sont pas en sécurité. On a bombardé un palais, on a tenu une dame par ses cheveux. L'épouse d'un chef d'État. Vous voulez que je vous dise? Nous avons pleuré. Et ça ne peut plus se continuer. Il faut qu'on arrête. Nous avons le droit d'investir où nous voulons. Comme ils viennent investir ici. Alors, si ils collent pour faire valoir notre justice, on colle les procès à l'heure. On colle aussi les procès. Où sont même ces biens qui ont été récupérés, saisis? On a le cas du fils Obiang. On a eu des saisies. On n'a rien vu. Est-ce qu'un Guinéen peut dire qu'il a vu l'argent récolté des biens de C'est le vol. C'est le vol, c'est la spoliation. Il faut frapper tout le monde sur la table. Je dis, vous collez un procès à un officiel
africain colle un procès à un officiel de ce pays. Le principe de la réciprocité. C'est clair, c'est-à-dire quoi? On colle un procès à vos hommes d'affaires. On crée, c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire quand on va coller un procès, bloquer les comptes d'une entreprise, d'un pays tiers, ils vont comprendre que notre justice a aussi le droit. Nous pouvons aussi voter des lois qui vont dans le sens où notre justice a une influence internationale. Où nous jugeons qu'un officiel qui, par exemple, tient des propos racistes, on lui colle un procès à Brazzaville, à Abidjan, à Yaoundé et autres. Et vous verrez comme si, monsieur Essoba, vous verrez qu'ils ne seront pas ça. Ils vont commencer à reculer. Pourquoi? Parce que nous avons vu leur méthode. Un chef d'État, par exemple russe, ils ont collé un procès, ils ont dit qu'il est ci, il est ça. Et on a vu le retour. Quand la Russie a commencé à aussi coller, vous parlez sanctions, on vous colle les sanctions. C'est de ça qu'il est question. Si vous méprisez une première dame, mais on vous colle aussi un procès à votre première dame. Ou à un ministre. Alors, on va... Moi, je pense que... Nous avons une interpellation technique. On va prendre une brève transition et on revient tout de suite après. D'accord. Transition.
Retour sur le plateau de Ouro Africa. Nous étions justement, Jean de Dieu et Vouna, en train d'épiloguer sur l'après, sur le réel, sur l'existant de cette question des biens mal acquis du côté du Congo-Brazzaville, avec tout ce qui peut en découler, toutes les supputations, toute la manœuvre qu'on soupçonne justement d'être celle-là qui voudrait incriminer certains chefs d'État africains et leur entourage. Et vous aviez justement la parole. J'étais disant que il y a des actions symboliques en diplomatie, en relations internationales. Voyez-vous, lorsque vous collez un procès à un officiel d'un pays tiers, c'est-à-dire Yaoundé dit quel officiel d'un pays tiers a été condamné par souci à Yaoundé. Sur le plan international, cela a un poids. Et il faut que nos juridictions commencent aussi à travailler dans ce sens-là, dans le sens de la réciprocité, sur des questions aussi stratégiques pour imposer leur manière de faire. Il y a des leviers qu'il faut, juridiques, comme vous voyez un peu les pays, certains pays comme l'Iran, comme la Russie et autres, ils ne se laissent pas faire. Ils n'ont pas commencé à être puissants. Ils ont commencé à faire valoir leurs droits, à faire entendre leur voix, de telle sorte que si vous arrêtez un officiel iranien, ils vont tout faire pour arrêter un citoyen d'un pays lambda, pour montrer leur mécontentement. Il s'agit dans ce sens, et je crois que c'est la seule voie par laquelle, c'est-à-dire la voie de la force symbolique dans des actions qu'il faut poser. C'est-à-dire, pour répondre, on crée aussi un problème. Alors, moi je posais la question de savoir, est-ce que désormais toutes les premières dames, donc les époux sont interpellés dans cette affaire, devront avoir peur, entre guillemets, lorsque se retrouvent en Occident? Il ne s'agit pas d'avoir peur. Il s'agit de quoi? Il s'agit de montrer qu'on n'ait plus peur. Il s'agit de montrer que par le passé, on a tout vu et qu'il ne peut plus rien faire qui puisse nous faire peur. Est-ce qu'on peut voyager sereinement lorsque l'on sait que, bien que vous soyez madame, ou bien madame Chassou, un juge, n'importe lequel, peut vous interpeller du côté de l'Hexagone? On peut voyager sereinement lorsqu'on sait que le prochain avion, le français qui sera là, sera aussi arrêté. On peut voyager sereinement lorsqu'on sait que une entreprise française ou alors une entreprise d'un pays tel sera bloquée. On peut voyager sereinement lorsque les affaires d'un homme d'affaires. Vous parlez d'un homme d'affaires, mais nous on parle de première dame. Est-ce que vous représentez le poids émotionnel qu'il y a à vouloir interpeller une première dame
d'un patriarche d'Afrique comme Sassou Nguesso? Je voudrais vous dire une chose. La promptitude et la réaction, même si c'est un simple citoyen français, il y aura de l'impact. La presse va parler et la symbolique sera forte. Et en face, on comprendra que nous ne sommes plus dans une logique de peur. Oui. Il faut qu'on arrête d'utiliser des mots peur. Vous arrêtez notre première dame. La semaine qui suit, nous arrêtons je ne sais pas qui et nous ferons savoir que nous n'avons plus peur. Et ainsi, nos officiels voyageront avec sérénité, avec respect et avec autorité et souveraineté. Ce n'est que, j'ai constaté une chose en relation internationale, ce n'est que la force qui parle. Comme le disait Timothée, et même les petits États commencent à faire valoir. Regardez, voyez-vous, le Groenland dit non. Nous avons en face, chaque jour, le narratif, c'est que nous allons prendre, et ils disent non. Ils ne sont même pas 30 millions comme nous autres Camerounais, ils ne sont pas peut-être 20 millions comme des Congolais. Mais ils disent non. Ils disent non à la plus grande puissance mondiale. Il faut réagir comme certains pays ont commencé à le faire. Le Brésil a commencé il y a peut-être 20 ans, 25 ans, à agir. Aujourd'hui, leur voix se fait entendre. La seule manière de faire entendre la voix de l'Afrique, c'est par des actions symboliques. Vous avez mis des sanctions et on sanctionne de l'autre côté. Il y a toujours, comme l'a dit Timothée, il y a toujours un pan, un levier stratégique qu'on peut utiliser pour faire entendre la force de la souveraineté de nos États. Merci Jean de Dieu. Et vous, Simon? Oui, moi je voulais dire qu'il faut qu'on se comprenne très bien. L'ONU est dans une situation de réguler le Conseil des Nations. Et pour le faire, je crois qu'il est de bon ton que notre diplomatie, la diplomatie africaine, pose un certain nombre de problèmes. Notamment cette condescendance que certains États ont à l'endroit d'un certain nombre de leviers africains. Mais à ce niveau, est-ce qu'on ne mélange pas les affaires institutionnelles et les affaires privées? Parce qu'à ce niveau, il y a aussi ce débat. Est-ce que ce qui est reproché aux premières dames, aux entourages des chefs d'État, ont le vernis institutionnel des États, puisque c'est la question qui avait été posée lorsque l'on avait évoqué par exemple la Guinée équatoriale, où justement l'institutionnel équato-guinéen avait argué du fait que les biens en France appartenaient à l'État de Guinée équatoriale. Est-ce que là on est dans le domaine de l'institutionnel ou on est dans le domaine du privé? Première des choses. Qu'est-ce que la Guinée fait avec les Lamborghini? Première des choses, la première dame, bien que ce soit la femme du président de la République, n'est pas gestionnaire des biens. Tout à fait. Très bien. Et donc, de ce fait, je trouve que ce procès était un procès bancal. Ça témoigne de ce qu'on voudrait humilier un État tiers. Et donc, je pense que les États ont des leviers. Je dis encore que l'État du Congo-Brazzaville a des leviers bien plus puissants qu'on l'imagine. Première des choses, quand vous regardez la balance commerciale entre la France et le Congo-Brazzaville, elle est en faveur de la France. Ça veut dire que sur le plan économique, on peut décider d'utiliser des moyens les plus forts. Ça peut se faire. Il faut apprendre à utiliser ces moyens pour faire comprendre qu'un certain nombre de choses ne peuvent plus se passer. Je vais vous dire une chose. Sous Donald Trump pour la première fois, la CPI avait ouvert un procès contre les soldats américains. Et justement, la réciprocité était que la justice américaine a dit traquer ceux-là qui vont les arrêter pour les juger. On avait vu Fatou Bensouda à l'époque interdit quasiment le séjour aux États-Unis et c'est bien menacé d'être saisi. Donc, vous ne pouvez pas toucher un certain nombre de leviers importants d'un État sans qu'il y ait des représailles. Et la première dame d'un État, pour les Africains, c'est un peu la mère de la nation. Donc on la voit maternelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Elle peut avoir des biens sociaux, elle peut avoir des biens privés, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tout à fait normal. Cela témoigne même également de la puissance même du prestige de l'État. Très bien. Donc on ne va pas rester là à faire, on voit notre première dame avec les babouches, ainsi de suite. Non, 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 c'est pas possible. Et donc il faut que ces États-là arrêtent cela. Et je suis fier de ce que certains États africains commencent à le faire. Commence à faire cela parce qu'on nous a beaucoup pris de l'argent comme ça. Si on vous dit sur les affaires, sur cette affaire bancale, affaire bien mal acquis, si on vous dit ce que l'État français a gagné derrière, n'allez pas vous imaginer.
La preuve, c'est quoi? C'est que faisons le point sur le patrimoine de Guinée équatoriale qu'on a saisi en France. Vous verrez combien ça. J'ai posé la question, est-ce qu'il y a l'équateur guinéen qui reconnaît avoir vu un moyen du côté de Malabo? Si les gens ne veulent plus qu'on commerce en Occident, bien évidemment, en Afrique également, ils ne doivent plus commercer. Puisqu'on a dit que c'est le libre-échange. Oui. Et donc le libre-échange a des règles. Vous ne pouvez pas venir confisquer mes biens sur le fallacieux prétexte que bien mal acquis. Bien mal acquis pour qui? Est-ce qu'on a pris vos biens? Non. On a pris les biens. Donc, est-ce qu'il y a eu une plainte du peuple congolais, du peuple équateur-guinéen? Pratiquement pas. Donc la vérité, c'est quoi? C'est que libre-échange veut dire vous nous laissez commercer parce qu'on vous laisse commercer. Oui, c'est le fondement même de mieux. Ils ne veulent pas. Parce que tout bien camerounais, tout bien africain qui est à l'étranger, appartient d'abord à l'État. Même si ce sont mes biens privés, c'est bien l'État. Parce que la plupart du temps, je vais vous dire une chose. Oui. Vous allez vous rendre compte que dans le libéralisme, dans le néolibéralisme... On a d'ailleurs vu, avec l'affaire d'Anpoulo, on a vu l'État du Cameroun entrer dans l'affaire. Exact, parce que les biens privés d'un citoyen camerounais à l'étranger appartiennent à l'État. Parce que l'État, c'est pas l'autorité politique. L'État, c'est le peuple. Donc, protection des biens et des personnes. L'État a le devoir de protéger nos biens. Partout où ces biens se trouvent. C'est vrai. Donc de ce fait, on ne peut pas nous dire que c'est des biens privés et donc ça n'appartient pas. Faux. Parce que même les Français, si aujourd'hui vous touchez à Orange, à Canal+, puisque vous êtes nous sommes partenaires. Donc si vous touchez à Canal+, vous avez touché au bien de l'État français. Il faut donc que ces histoires s'arrêtent. Affaires bien privées, ainsi de suite. Quand un Camerounais a investi quelque part, ces biens appartiennent d'abord à l'État. Et donc, de ce fait, qu'on arrête cette transfusion-là juridique, ainsi de suite, nous-mêmes on peut juger, ceux-là qui, ceux-là qui créent, ou du moins qui prennent nos biens, ainsi de suite. On n'a pas besoin d'un tribunal tiers pour le faire pour nous. On laisse la première dame du Congo, Brazzaville, tranquille. Et s'il y a lieu de le faire, prenez le dossier, donnez à la justice congolaise, vous verrez bien ce qui va se passer. Timothée Somba. Sa chute me plaît. Il dit que s'il y a des preuves, prenez le dossier. Ça veut dire qu'il accepte qu'on puisse avoir un droit de regard. Lorsque un citoyen X s'installe dans un pays Y, il est soumis aux droits de ce pays. La justice française, le droit français ont légiféré sur les biens mal acquis. C'est quoi les biens mal acquis? C'est les biens acquis sur le territoire français avec des revenus d'origine douteuse, soit émanant de la corruption, soit émanant d'un crime de guerre, crime contre l'humanité, soit émanant de trafic de drogue ou trafic de stupéfiants. Bref, il y a une longue liste. Et la dite liste a été entérinée par les Nations Unies. J'oublie juste l'année de la dite résolution des Nations Unies. Donc, lorsque vous allez acquérir des biens en France, sachez que si vos revenus ne sont pas des revenus traçables, des revenus sains, vous êtes passible de tomber sur le coup des biens mal acquis. Et il ne faut pas qu'on dise aux téléspectateurs sur un plateau qu'un Camerounais qui arrive, ou bref, un Africain qui arrive en France et qui se spécialise dans la corruption, dans la vente de drogue, peut acquérir des biens qui vont appartenir à l'État du Cameroun. Les États investissent dans les États par des mécanismes publics, institutionnels, un énorme patrimoine foncier en France. Vous n'allez jamais entendre la France saisit ses biens pour raison de biens mal acquis, parce que c'est institutionnel. Mais lorsque les privés se retrouvent en situation d'indélicatesse, oui, convoquons la protection diplomatique. Mais disons à nos frères que tant que vous n'avez pas fini d'investir en Afrique, n'allez pas investir en Occident. Merci. Le temps pour moi de prendre une réaction qui m'interpelle particulièrement. Bonsoir Stéphane Mbarga. Félicitations d'avoir mis sur la table cette thématique dont les manifestations touchent au rapport de force néocoloniaux contre les Africains. Pour cette fameuse histoire de biens mal acquis supposés nés de la corruption dans les États africains, rappelons-nous de cette pratique des mallettes partant de certaines capitales africaines vers Paris. Qu'on élargisse les poursuites à tous ces politiques souvent de très haut rang, qui ont reçu de l'argent des dirigeants prétendument poursuivis. Monsieur Bougie et le fameux film sur la France-Afrique a des noms. Que les fameux juges élargissent les enquêtes à ces présumés complices. Bonne continuation, Monsieur Ngoua Sanzwango. Oui, déjà saluons le doyen qui, Sanzwango, qui a envoyé ce message-là. Moi, ce que je veux dire sur des questions comme celle-là, c'est des questions
qu'il faut prendre avec beaucoup de recul. Oui. On sait très bien aujourd'hui que la question des biens mal acquis, c'est un autre montage. Le but étant de spolier, et Simon le disait, de spolier l'Afrique. Tout est complètement faux. Non, justement, je ne parle de relativiser. La réalité aussi est que quand votre pays est sous-développé, vous croulez sur le poids de la dette internationale, et même en interne, oui. Et un individu, parce que ce n'est pas l'État, un individu a des biens quand même d'une valeur assez importante, on est en droit de se poser la question, mais si on respecte l'État en face, on va quand même se référer à cet État. Vous faites bien de dire un individu, on ne parle pas d'une institution, non, c'est comme la première dame ou le chef de l'État. C'est un individu. Non, faisons comme oui. Un chef d'État n'a pas vocation à être un mendiant. Non, c'est on est sur l'individu. Maintenant, quand une autorité, une personnalité, comme le chef de l'État et ainsi de suite, oui. est en possession de ses biens, je dis bien pour le respect des relations inter-États, on constate, et puis on se réfère à l'autorité judiciaire du pays en question pour dire, écoutez, vos gens là, ils ont ceci ici, nous ne sommes pas d'accord avec ça, qu'est-ce qu'on fait? On vous renvoie ça, machin, et qui est entente. Parce que le problème qui reste pendant aujourd'hui sur la question du bien mal acquis, c'est que les juridictions nationales ne sont jamais saisies, elles ne sont jamais associées aux procédures. C'est pour ça que nous pouvons nous poser la question aujourd'hui de savoir où sont ces biens. Parce que la justice équato-guinéenne devrait être à même, par constat d'huissier, de dire la France a saisi ceci, cela. Mais vous allez vous rendre compte que ce n'est que la France, par très souvent les médias, qui font un état de biens, mais ce n'est jamais exhaustif. Donc pour ma part aujourd'hui, et permettez, docteur Mbok, le mécanisme est que des ONG constituées par les ressortissants du dit pays peuvent se porter partie civile. Exactement. Et bizarrement, même ces ONG se plaignent de ne pas souvent être au courant de la fin de la procédure. Voilà. Ça fait donc qu'il y a déjà un vice de forme. Et ceux qui veulent nous donner des leçons doivent quand même bien faire les choses. Oui. La France aujourd'hui, avec les mallettes qu'on connaît, avec l'histoire d'aujourd'hui de Marine Le Pen, qui est condamnée, bon, elle va faire appel. Avec un président sous bracelet électronique. Avec le bracelet, avec un ancien Premier ministre, François Fillon, qui a eu ce qu'il a eu, avec Chirac, qui a eu ce qu'il a eu. Donc, ils ont un passif assez lourd sur la question de la corruption. Je crois quand même qu'ils devraient être profil bas. Mais, une fois de plus, on revient sur la question du rapport de force. Mais écoutez, le rapport de force pour les pays africains, c'est quoi? Il faut savoir imiter, apprendre des autres. Aujourd'hui, on ne va pas tout de suite tomber sur le nucléaire. Il faut faire la part des choses. Le développement doit commencer chez nous. Nos dirigeants vont chercher quoi en Occident? Qu'ils travaillent à les construire chez nous. Une fois que ça va être fait progressivement, le rapport de force commence à intervenir au niveau des échanges. Les échanges sanitaires rapportent combien à la France? Les échanges au niveau de l'éducation rapportent combien? Les échanges au niveau même des prestations de services intellectuels, par exemple, rapportent combien? Au niveau des visas. Donc il faut faire un rapport de force intelligent, de manière à ce que, avec le temps, sur la durée, qu'on passe du temps à investir chez nous, en se disant bien, et je sors par là, oui. Le mépris associé à la méchanceté produit deux choses. Soit vous vous sentez humilié, tout petit, et vous tombez dans le bas sentiment de la haine et de la rancune, soit ça vous défie et vous donne l'obligation de trouver des solutions pour vous demain. C'est ce que des pays comme l'Iran ont fait. Si vous allez en Iran aujourd'hui, ils n'ont besoin de personne. J'ai dit dans tous les secteurs d'activité, l'embargo a réussi à créer un système interne qui leur permet de se développer. Il faudra que l'Afrique, à un moment donné, arrête de se lamenter, de pleurer, mais de trouver des solutions en interne. C'est possible. Merci Jean-Moïse Mbok. On va dire à ceux qui nous appellent depuis le Congo-Brazzaville que malheureusement on ne prend pas d'appel en direct, mais ils ont la possibilité de réagir via SMS et on
fera ce qu'on peut pour relayer le maximum de contributions. Avant que Simon ne prenne la parole, justement, une contribution qui nous est parvenue. Bonsoir, Monsieur Stéphane Baga, et à toutes les têtes couronnées de la pensée qui vous entoure. Soyons un tout petit peu sérieux et posons-nous des questions pertinentes. Que cachent les dirigeants africains dans leur rapport avec l'Occident? Pourquoi manifestent-ils autant de peur à appliquer le principe de réciprocité lorsque ces dirigeants occidentaux affichent de manière frontale leur mépris vis-à-vis de nos dirigeants? La réponse est simple. Vous ne pouvez pas piller aux différents pays et attendre que vos partenaires vous respectent. Eux, ils pillent nos États pour enrichir la nation et leur peuple. Pourquoi nos dirigeants ne peuvent-ils pas investir sur place en Afrique? L'indignation de votre plateau me semble étonnante. L'Occident connaît non seulement les investissements de nos dirigeants en Occident, et ils savent bien que la légitimité de nos dirigeants est fortement discutable. Tous ces événements ne concourent pas en faveur d'un quelconque respect de ces gens vis-à-vis de nos autorités. Merci à vous, Rodrigue, Adalbert et Vina. Vous ne me ferez plus le procès de ne pas relayer vos contributions. Simon Messengue, pour sortir. Je voudrais dire qu'un État, c'est 4 éléments. La population, le territoire, l'autorité politique et la reconnaissance internationale. Ça veut dire que l'autorité politique, la population produit des richesses et l'autorité politique gère. Toute entité membre de la population est en droit d'être protégée parce que la richesse individuelle est également la richesse de l'État. À ce titre, il faut le dire. Vous avez un État comme le Congo-Brazzaville qui n'a que 2 millions de population, disons-le comme ça. Oui. Et qui a un petit marché. Et qui a des hommes d'affaires ambitieux qui veulent conquérir le monde. Vous leur dites non, 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 ce n'est pas possible. N'allez pas conquérir le monde, restez chez vous. Ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand vous avez des petits pays comme les Émirats Arabes Unis, la plupart de leurs richesses, ils achètent même les clubs en Europe. Vous leur dites non, c'est les biens. Ils achètent des hôtels, ils achètent des hôtels du Qatar, on vous dit les meilleurs hôtels de Paris. L'État du Qatar, via le prince, le chèque. Ils ont un fonds d'investissement. Pardon, Stéphane, il faut mettre. Monsieur Somato aussi, pardon. Quand vous avez vos 5 secondes, je ne vous coupe pas. Si on sait ce que vous gagnez, vous avez lorsque vous entrez en fonction, et on sait ce que vous gagnez par mois, et à la fin de votre fonction, on sait quel est votre patrimoine, vous pourrez investir sainement. C'est pour ça qu'on gagnerait à appliquer cet article 66. On parle d'une première dame. L'origine des fonds, d'où vient l'argent? Est-ce qu'une première dame, est-ce qu'une première dame du Congo-Brazzaville, s'il vous plaît, je pose une question simple à Timothée Somba. Est-ce qu'une première dame du Congo-Brazzaville, avec quand même le poids et le potentiel de ces pays, Madame Antoinette Sassou Nguesso, serait incapable d'acquérir un appartement en France? Timothée Somba. J'aime cette question. Elle ne gère pas les fonds. Oui. D'où lui vient donc de l'argent? C'est la femme du président. Donc, femme de président, c'est un statut professionnel. Mais c'est ça, je suppose quand même qu'elle il y a eu tout un colloque à l'université de Yaoundé 2 soirs sur le statut de la première dame. Oui. Aux États-Unis. La première. Non, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes en Afrique. C'est pas un Le président Sassou est un patriarche. J'ai fait ce plaidoyer ici. Il faut que les premières dames en Afrique aient un statut juridique clair, qu'on sache quels sont leurs avantages et quels sont leurs devoirs, de sorte qu'on ne questionne plus l'origine de leur fonds. S'il vous plaît, est-ce qu'on connaît patrimonial d'Antoinette Sassou? Sinon, mais permettez que son mari sont ses biens. C'est le régime monogamique, non? Mais est-ce qu'il est donc impossible à M. Sassou Nguesso, puisque vous voulez qu'on parle de lui et sa femme, d'acquérir un appartement en France? Est-ce que la loi congolaise décline quels sont les avantages et les revenus de M. Sassou Nguesso? Non. On a donc l'impression qu'il y a une Si vous ne reconnaissez pas que Sassou Nguesso peut payer un appartement à Paris, Stéphane Barga, je sors par là. Il faut que les chefs d'État africains tuent le spectre de la confusion entre leurs biens propres et les biens de l'État. Et ceci va pas de quoi? Que les avantages soient clairement définis. Si je prends le cas du chef d'État camerounais, tout le monde sait que c'est un grand agriculteur.
il peut retracer les revenus issus. Demain vous serez capable d'assumer ça. Je l'ai dit. Quand vous prenez aux États-Unis, non, moi je sors. Tous les chefs d'État américains, on connaît leurs avantages après même la fonction. Ils investissent dans le bitcoin et autres. On sait ce qu'ils gagnent. En Afrique, on ne sait pas ce que les officiels gagnent. Merci. Ça, c'est faux. On connaît au Congo-Brazzaville ce que le président gagne. On ne peut pas dire ça. Ça ne peut pas dire. Même quand on fait des budgets, on connaît. On connaît comment. C'est bon, j'ai posé une question à M. Somba. J'ai posé une question simple. Est-ce que le président Sassou, comme il voulait absolument qu'on fasse ce vase communicant entre Madame Antoinette Sassou Nguesso et M. Sassou Nguesso, est incapable, lui, président du Congo-Brazzaville, de s'offrir un appartement à Paris? C'est pour ça que je dis que ça, c'est la périphérie. Le problème qu'on veut poser là, c'est un problème qui n'a rien à voir avec l'histoire de bien mal acquis, tout ce qu'on est en train de dire. Parce que cela, d'abord, c'est un dossier d'abord très mal ficelé. Vous parlez de bien mal acquis, vous parlez de corruption. Vous n'avez pas encore... En fait, vous soupçonnez. C'est sur la base des dénonciations, des soupçons, que vous décidez d'enclencher des procédures judiciaires. C'est le principe. Très bien. Et quand vous le faites même, je prends le cas de monsieur de Guinée équatoriale, ça veut dire que qui est le plaignant? En Guinée, c'est une association des Guinéens. Une association. Les Guinéens vivant en France. Je suis pas juriste, mais je voudrais savoir, est-ce que je peux me plaindre alors que je n'ai pas intérêt, un intérêt? Ils sont guinéens. Et en matière de bien mal acquis, les questions de corruption sont d'ordre public. En réalité, n'importe quel citoyen français peut porter plainte à l'État des biens mal acquis. C'est la loi française. Nous tombons donc dans la polémique. En fait, l'affaire des biens mal acquis est basée sur des polémiques. Et ces polémiques-là ont permis à ce que les biens des Africains soient spoliés. Et justement, si nous voulons, si nous aimons donc nous développer, nous devons être capables de dire, remettez-nous nos biens. C'est pas faisons-le. Merci Simon. Nous sommes dans une situation où on est en train de vouloir dire qu'on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire ceci, au point où on interdit à une première dame d'un président qui a pratiquement 20 ou 25 ans de magistère. On dit que non, il est incapable. Non, il faut arrêter ça. C'est pas un problème de capacité, c'est à l'origine des formes. On va compris. Allez déjà, Maurice. Je crois qu'à côté, cette question de la richesse d'une autorité ne devrait pas se poser si l'autorité elle-même était décente. Parce que vous voyez, dans l'article 2, on parle des avantages de toute nature. Toutes les fonctions ont des avantages indus. Oui. Et dans ces avantages, ce que les autres appellent rétrocommission, ça peut être justement une commission qui est payée pour la facilitation d'un travail. Et les cabinets existent dans ce sens. Oui. Moi, j'ai un cabinet qui le fait. Donc, dans la facilitation, il y a des avantages. Quand on est directeur général, quand on est ministre, quand on est chef de l'État, il y a des avantages que nous avons du fait de l'article 2. Maintenant, c'est l'indécence qui dérange. Parce qu'au niveau des avantages, oui, vous pouvez acheter un appartement à Paris. Le président il s'agit quand même d'un chef d'État africain. Oui, il peut s'acheter cet appartement. Mais je dis un pays producteur de pétrole et voilà. tout. Ce qui énerve, moi je parle en tant que société civile, ce qui énerve les populations en fait, c'est qu'on nous dise que vous avez acheté 10 Lamborghini qui en fait, vous ne pouvez pas les utiliser étant vice-président chez vous. Vous êtes obligé de travailler chez vous. Ça énerve parce qu'on se dit, mais le problème de santé aurait pu être résolu par... Jean-Jacques, vous n'avez pas posé le problème des mines du Qatar. Lui aussi, il roule la Lamborghini à Paris. Mais chez lui, c'est bien, ne sont pas saisis. Le Qatar, tout le monde est riche au Qatar. Le Qatar a une base qui permet à tous les citoyens. Le Qatar a le même traitement que la Libye. Le Qatar a le même traitement que la Libye. On a souvent vu les documentaires au Qatar. Je parle de... C'est pas la honte pour tout le monde. Je ne suis pas en train de dire que c'est la rose. Mais je dis que le Qatar, les citoyens ont les mêmes avantages que les citoyens libyens au temps du président Kadhafi, où il y avait la santé, l'éducation, le logement, c'était gratuit. On ne parle pas bien mal acquis. Ne me perdez pas, s'il vous plaît. Je tiens à rester droit dans mes pompes. C'est un fonds d'investissement. Quel fonds d'investissement? Je dis des achats d'enfants. Dans l'article 2, les gouvernants ont la possibilité d'avoir beaucoup d'avantages. Mais il faut simplement éviter l'indécence.
Et l'outrance. Et l'outrance. À côté de ça, il faut investir chez soi de manière à ce que les populations se reconnaissent en vous d'une manière ou d'une autre. Ça limite ce montage de l'Occident, parce que c'est un montage. Oui. Ça limite les tensions que ce montage essaie d'alimenter en disant, mais écoutez, vous n'avez pas de route chez vous, on vous dit qu'il a 10 Lamborghini. Vous n'avez pas d'eau chez vous, on vous dit qu'il a... Pourquoi le même exemple C'est un montage. C'est un montage, mais qui marche parce que certains de nos dirigeants sont indécents. Je sors avec une indécence qui a choqué le monde entier. Oui. Vous fêtez votre anniversaire. Vous invitez tout un carnaval de Rio à venir prester dans votre pays avec tout ce que ça comporte comme luxe, extravagance et tout. On compte la dépense à pratiquement 2 milliards de francs CFA. Oui. Vous croyez qu'un pays africain peut se permettre cette jouissance? On a vu les fêtes à l'Élysée qui ont été estimées par Mediapart à beaucoup de choses. Non, est-ce que nous pouvons nous permettre cette jouissance? Je ne pense pas. Jean de Dieu Vouna. Je crois que nous pouvons nous permettre ce qui nous convient. Docteur Mbok. Toutes les nations... Non, écoutez, toutes les nations... Vous êtes jouisseur, je comprends. Non, je ne suis pas jouisseur. Mais je protège quand même ici nos officiels. C'est ça, nous faisons la même chose. Attendez, ils symbolisent, ils représentent notre souveraineté et notre respect. Dans tous les pays du monde. Vous aurez souhaité, je reste avec vous, Jean-Dieu Vouna, que Mme Antoinette Sassou Nguesso aille dans un HLM dans le 18e à Paris pour montrer que le pays est très bien dirigé. C'est de ça que l'État congolais périt des appartements. On a compris. Jean-Dieu Vouna, allez-y. Je disais que aux États-Unis comme partout ailleurs, il y a des pauvres. Ce n'est pour autant pas que les officiels ne jouissent pas de l'avantage comme vous avez convoqué. Et ce n'est pas pour autant que il y a des ponts partout. Écoutez, ce n'est pas pour autant qu'il y a des ponts partout, il y a des routes partout. Le statut d'officiel et leurs avantages, ils doivent en jouir. Dites-moi si quelqu'un a une première dame à 25 ans aux côtés de son mari. C'est un appartement qu'on va demander à ce que... ou alors, c'est pas une maison, c'est pas où. Est-ce que ce n'est même pas du mépris pour les chefs d'État africains? Justement. C'est que madame un chalet en France, après 30 ans de majorité de son mari, c'est quand même... Le statut d'un chef d'État. Le statut d'un chef d'État partout dans le monde. C'est-à-dire, même la Bible le dit, que un chef d'État jouit des biens d'un statut qui lui concerne des biens matériels, des biens, des richesses. Et partout, avoir même un chef d'État qui n'a pas de biens est une insulte. C'est une insulte à cette nation. Permettez à M. Journal de chuter. Non, je crois que qu'on cesse de fouiller dans la poubelle de nos officiels. Ce sont nos chefs. Nous sommes un peuple. Nous avons, tous les soirs ici, on leur reproche des choses. Il ne faut pas que ça vienne d'ailleurs. Ce n'est pas des gens qui viennent nous dire comment traiter nos chefs. Ils n'ont pas fait, à l'entame de mon propos, à la production de l'émission, j'ai parlé des routes, de la poubelle d'Yaoundé. Mais je ne permettrai pas qu'un jour qu'on manque de respect au grand-mère, au super-maire de Yaoundé à Paris. Non. Et on a vu, c'est notre papa. On a vu un exemple. Oui, et je vous félicite même pour l'allusion que vous avez faite. On a vu le palais des 1001 nuits du président, du maréchal Mobutu Ozaï, le palais de Badolit. On a vu ce qu'il est devenu. Lui n'était pas en Europe. Il était construit aux Zaïre à l'époque. Voilà la crainte. Comment on connaît... Bon, je veux prendre un exemple. Les gens ont raison d'aller investir ailleurs. L'Africain a cette méchanceté qu'on pense que parce qu'on a officiel, on a dirigé un ministère, on ne mérite pas d'avoir une entreprise, on ne mérite pas d'avoir... Faites les choses je suis d'accord, docteur Mbok, mais protégeons les investissements. Merci. À l'intérieur de la nation. Il y a des endroits dans le monde qu'on appelle les îles Caïmans. Oui. Allez voir qui investissent là-bas.
je voudrais dire que... C'est ouvert et organisé. Hein. Non, on est d'accord, non? Écoutez, même l'Europe est aussi ouvert et organisé. Hein. Okay. Sauf que pour les Africains, ce n'est pas la même chose. On est d'accord. Ok, très bien. Mais il faut donc qu'on rétablisse l'équilibre. Ça veut dire quoi? Ces transactions sont faites par devant le notaire, non? Oui. Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a eu un notaire français qui a été interpellé pour avoir validé une transaction? Mais nous savons une chose. C'est quoi? C'est que moi, je suis peut-être d'accord avec le docteur Mbok qui parle de l'indécence. Parce que quand on se retrouve à faire des folies, c'est-à-dire qu'on achète des choses, ainsi de suite, qui n'ont pas vocation à multiplier la richesse, oui. Voilà. Parfois ça pose un problème. Mais une Lamborghini, plus le temps passe, plus elle prend de la valeur. Oui, elle prend de la valeur. Vous ne vendez pas la Lamborghini, vous êtes utilitaire. Ça veut dire que quand vous conduisez, elle va se gâter, ainsi de suite, ainsi de suite. Elle prend pas la valeur. Mais en revanche, on peut faire un rang de Lamborghini en Europe. On sait que les gens qui viennent des États-Unis peuvent louer. Exactement. Ça sont des éléments comme ça. C'est pour ça qu'on pense que à un moment donné, il faut rester dans la logique de ramener les devises. Qu'est-ce que les Européens viennent faire en Afrique? Ils viennent prendre des devises, ils viennent prendre des richesses. Nous aussi, on doit faire la même chose. Si nous, on va là-bas, pour davantage... On peut donc copier le modèle qatari. Non. Oui, le modèle qatari. Oui, puisque justement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez, aujourd'hui, les gens viennent prendre vos richesses. Vous reprenez les mêmes richesses, vous partez encore laisser là-bas. C'est là où c'est un problème. Quand vous partez, allez multiplier pour rentrer avec les devises. C'est ça le truc. C'est pour cela que, contrairement à ce que mon ami Timothée disait, l'État du Cameroun a mis ses pieds dans l'affaire d'Anpolo. Même dans l'affaire Faubert, au Gabon. Le Premier ministre, parce que justement, c'est un capital important du Cameroun. C'est l'un, je crois, c'est le deuxième ou le troisième grand immobilier en Afrique du Sud. Oui. Donc on ne peut pas se permettre de perdre une telle richesse. Donc c'est de ça dont il est question, c'est de ce type d'investissement qu'il faut avoir. Et là, l'Afrique peut être capable. Quand vous-même vous pouvez défendre, quand vous voulez défendre des choses, vous ne voulez pas défendre que bon, ils nous ont pris les Lamborghini, ils nous ont pris ceci, ils nous ont pris les bagues. Non. Mais je dis, ils ont pris notre hôtel. Oui. Oui, nous avons pris notre hôtel, ce qu'on achète. Voilà ce que ça nous rapportait journalièrement, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on peut faire un procès. Très bien, je crois que là, l'Afrique peut être fière de défendre ce type, parce qu'il y va de notre... Et ça veut dire que si vous prenez notre hôtel, nous aussi on vit, vous avez des hôtels ici, nous aussi on bloque, on dit bon, ce que vous prenez là-bas, nous aussi on va prendre ça ici. Donc ça veut dire que je crois que c'est dans cela qu'aujourd'hui on doit essayer de conscientiser ceux-là qui ont les moyens, qui vont en Europe, qui ne doivent pas aller pour aller faire des folies, ils doivent aller davantage pour prendre ce que les Européens ont pris chez nous, à travers le commerce, à travers un certain nombre de choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Merci. Alors, prenons cette contribution qui nous vient à l'instant. Bonsoir le plateau. Très navré d'entendre le modérateur clamer fort que la justice est indépendante en France. Le procès de Mme Le Pen de ce jour nous démontre tout à fait le contraire. Les mêmes faits pour le même verdict en Afrique. Tous, l'Occident y compris, auraient crié à l'épuration politique. Bon, merci pour la contribution. Monsieur, vous manquez d'arguments convaincants. Souvenez-vous que M. Depardieu est État français. Est-ce que le bien de ce dernier appartenait à la France? Si oui, pourquoi il n'a pas été interdit de quitter son pays avec ses biens? C'est une interrogation. Prenons une autre contribution avant que Timothée ne prenne la parole. Le monsieur du RDPC... On va tout simplement dire bonsoir particulier à monsieur Bekale Meyo Georges depuis Libreville au Gabon. Alors, Timothée Somba, pour définitivement clore la polémique, est-ce qu'il serait question aujourd'hui, tant aujourd'hui, que peut-être la réciprocité s'exprime, ou alors au cas où elle ne s'exprimerait pas, que justement il y ait un peu plus de visibilité dans les acquisitions des officiels ou alors des hommes d'affaires. Peut-être il y a une déclaration à faire à l'État lorsqu'on paye ou on acquiert un bien du côté de l'Hexagone, du côté de l'Occident, pour qu'en cas de représailles, comme il y en a souvent eu avec l'affaire d'Ampulo, l'État soit plus enclin à se saisir, ayant au préalable été informé qu'il y avait cette démarche-là.
Le cas des hommes d'affaires, loin des régimes dirigeants, n'est pas à prendre en compte ici. Parce que eux, si on leur demande d'où provient votre argent, ils peuvent justifier. Je ne vais pas me répéter sur la question en parlant de la transparence au niveau des avantages des officiels. Mais je dis, sachons une chose, l'Occident n'est pas notre ami. Il nous l'a démontré à plus d'une reprise. Oui. Nous devons donc organiser notre modèle d'investissement chez eux en le dépersonnalisant pour le rendre public. L'État du Congo sait que certains de ses officiels doivent loger en France pour des voyages publics ou même des voyages privés. Mais c'est simple. L'État du Congo acquiert des biens en France pour loger ses officiels. La France ne peut pas toucher à ces biens. Parce qu'ils appartiennent à un État. C'est comme les ambassades et autres. Ils sont frappés du sceau de la protection, de l'immunité diplomatique. Souvenez-vous, il y a eu un petit problème comme ça sur la question de la location de l'ambassade du Cameroun à Paris. Mais heureusement, la diplomatie camerounaise a rapidement étouffé l'affaire. Donc, lorsque c'est le bien d'un État, c'est difficile de faire main basse dessus. Mais lorsque c'est le bien d'un privé, qui puisait est membre, proche ou membre d'un régime politique, dans un cafouillage d'argent, ça va toujours poser problème. Donc, il est plus que jamais urgent que les pays africains définissent clairement les avantages dus au chef d'État. Ça doit être connu de tout le monde. On n'a pas besoin de cacher. Ailleurs, ça se sait. On sait combien le chef d'État français gagne lorsqu'il a... On sait qu'il a été condamné, certains a été condamné récemment. Le financement illicite de sa campagne. Ça veut dire qu'il a commencé, il est allé au-delà de ce qui est prévu. Il est ancré dans la gadoue et il paye. Est-ce qu'on connaît tous les avantages d'un chef d'État? Simon Metingue, dans toute chose, il y a le visible et l'invisible. Très bien. Ailleurs, on connaît le visible, on ne connaît pas l'invisible. Chez nous, même le visible, on ne connaît pas. On se souvient que Valéry Giscard d'Estaing, ex-chef d'État français, aimait bien la chasse. Et il s'est murmurait. En SCA qu'il avait quasiment toute une forêt à lui. Et elle ne lui a pas été retirée en passant. Elle devrait être justement retirée. Par exemple, au Cameroun, les étrangers n'ont pas le droit d'avoir une propriété foncière ici. On peut leur faire des baux amphithéotiques, mais de sorte qu'à la fin, le bien nous revienne. Les leviers juridiques sont là. Il faut juste un sursaut. Vous dites bien étranger, mais il y a des États qui ont des terrains au Cameroun. Non. L'État a un bail amphithéotique, on peut dire 99 ans. Oui, c'est 99 ans généralement et c'est renouvelable. Non, c'est 99 ans. Et c'est renouvelable. Merci pour la précision. Mais il faut un sursaut africain. Je vais me répéter exceptionnellement sur la question. L'Occident n'est pas notre ami. Nous devons être malicieux comme eux. Nous devons même être fous, hypocrites comme eux. Tant que l'Afrique n'est pas dans l'optique de conquérir l'Occident comme l'Occident vient conquérir l'Afrique, tant que l'Afrique n'est pas dans l'optique d'aller piller l'Occident comme l'Occident est venu piller l'Afrique, nous allons toujours être là dans nos jérémiades. Merci. Mais c'est pour ça que moi j'ai toujours parlé de concertation, parce que c'est une question de stratégie. De stratégie. On se met ensemble pour aller faire quelque chose de précis. Je rejoins Timothée sur la question des investissements mis dans des fonds d'investissement ou alors sous le sceau de l'État. Souvenez-vous, quand Nasser Al-Raifi vient à Paris, il achète des appartements au nom de Nasser, il commence à financer le PSG au nom de Nasser. L'association avec Sarkozy lui a créé des problèmes. On a commencé à saisir certains de ses biens. Il a fallu qu'il rentre au Qatar, qu'il remette tous ses investissements dans le fonds d'investissement qatari, et maintenant il est revenu, il n'a plus jamais eu de problème. C'est comme ça qu'il est allé apprendre en Angleterre. Le rival de Manchester. Manchester City. Le fonds d'investissement QSI. Exactement. Donc, voilà. Donc ils ont créé des fonds parce que, en fait, ils savent qu'ils ont en face d'eux un ennemi qui vous sourit, qui fait le gentil, mais il est votre ennemi. L'Hexagone, vraiment, n'est pas l'ami. C'est pas seulement l'Afrique. Et qui veut vous spolier. Ils sont les amis de personne. Pour eux, qu'est-ce qu'on gagne de la Chine, de l'Afrique? Les fonds russes en Europe ont été saisis. Très bien. Donc, tous les moyens pour essayer de se donner un matelas fiscal, le temps
de se retourner et de piller quelque part dans le monde. On bloque ce qu'on peut bloquer, et ainsi de suite. Donc, les Qataris ont compris ça et ils mettent ces investissements sous ce saut-là. Il est urgentissime. Je le dis tout le temps, les gens pensent que c'est un amusement, mais tôt ou tard, on va se retrouver face à cette réalité. Nous devons nous parler en interne. Pour des questions, par exemple, de l'article 66, on doit, à un moment donné, se dire que c'est utile pour nous. Il faut qu'on le fasse. Au niveau des stratégies, nos rapports en interne, les investissements en interne, comment est-ce qu'on les fait? Parce que, Simon le disait, on ne peut pas définir tous les avantages d'un chef. Mais il faut qu'on permette à un chef, quelqu'un qui est ministre des Mines, vous croyez vraiment qu'il est comme vous et moi? Non, un peu certain qui entre le saluer, juste par gentillesse, vraiment merci pour le décret, merci pour l'autorisation, il a ce qu'il a. Mais donc, il ne faudrait pas donner l'impression que ça n'existe qu'en Afrique, parce que là-bas aussi, écoutez, cette logistique existe. Nous ne sommes pas naïfs, c'est dans le monde entier. Oui. Le principe du remerciement, c'est dans le monde entier. Le principe là-bas, on parle de lobbying et de commission. Justement, Stéphane, se parler donne de trouver un terme générique qui englobe ces éléments et qui éloigne les soupçons. Un terme élégant. On parle de lobbying. Mais écoutez, aujourd'hui, l'Afrique, dans son développement, doit intégrer ces éléments qui semblent minimes, mais qui ont permis aux autres d'aller très vite avec des termes génériques, avec des termes élégants, avec des personnes qui font le travail que les gouvernants ne font pas, mais ils atteignent les objectifs. Vous croyez qu'un président serait venu prendre une mallette ici? Il fallait un bougie, ainsi de suite. Donc parlons-nous, trouvons des solutions, trouvons des moyens pour investir chez nous, trouvons la stratégie pour aller investir ailleurs, choisissons même où on va investir, parce que le but est de placer de l'argent et avoir des intérêts. Merci. Simon, nous allons tout simplement vers la fin. Il y a un aspect qu'on veut évacuer ici. Cette histoire de l'article 66, vous savez ce qu'on appelle les masques? Je peux décider de mettre tous mes moyens chez quelqu'un. Je vous déclare ce que je vais vous déclarer. On le fait dans le Mais déclarer quand même d'abord. Écoutez, c'est pour dire que, en fait, les gens... Ça, c'est le blanchiment d'argent. Et c'est pénal. Ah, mais vous savez très bien que ça se passe partout. Et on vous dit que c'est elle qui a ses fonds, ainsi de suite, qui a ceci, ce patrimoine. Alors que, et même dans le processus de financement des élections dans le monde entier, dans les pays du Nord, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous voulez nous dire quoi? Quel article est inutile? Non, je suis en train de dire ceci, c'est que ne pensez pas que cet article-là est, comment dire, si le législateur a pensé à ça, ça passe. Oui, mais vous savez aussi que la loi est dynamique. Donc il faut l'évacuer. La loi est dynamique. Je trouve en réalité que même la batterie d'articles qui sont là aujourd'hui règle cela. Mais on sait toujours qu'il y aura toujours des entraves à la loi. Mais ce qu'il faut dire ici, dans ce que nous sommes en train de faire là aujourd'hui, c'est d'abord, de reconnaître que ce qui est fait n'est pas bien. Parce que j'aime souvent quand les Américains disent il faut dénoncer. Premièrement, on dénonce, on dit que ce n'est pas bien. Ce qui est fait là n'est pas bien. Ce n'est pas bien dans la mesure... Contre le Congo? Oui, ce qui est fait là n'est pas bien. Maintenant, c'est pour ça que quand on va en justice, on ne va pas pour juger deux problèmes. On va pour juger un problème. Vous viendrez avec l'autre problème après. Le problème d'investissement va venir après. Pour le moment là, No.